Un non-sens écologique, économique et social, c'est par ces mots que la ministre du Logement a récemment présenté le modèle pavillonnaire de la maison avec jardin. Nous devons désormais l'affirmer de façon claire. Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse. Une déclaration qui a évidemment suscité l'ire de pas mal d'acteurs, politiques, acteurs du territoire, promoteurs immobiliers, mais aussi habitants, les premiers concernés. Et même si la ministre s'est ensuite rétractée sur sa déclaration, on s'est dit qu'il y avait là matière à en faire un très bel épisode de fin d'année. Qui veut la peau du pavillonnaire? C'est le sujet de l'épisode du jour et on en parle juste après le générique. Salut, c'est Philippe et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de la construction de ce que l'on appelle parfois le mythe pavillonnaire. On va essayer d'aborder ce sujet sous tous ses angles et essayer de comprendre pourquoi il suscite autant de passion, qu'elle soit positive, on reviendra notamment sur l'attachement des Français à ce modèle de la maison individuelle. Avec le barbecue. Avec le barbecue, avec également la piscine, avec le trampoline qui a remplacé la balançoire depuis quelques années, avec la petite tête de Bouddha aussi qui est devenu le nouveau nain de jardin. Mais aussi négative, comme en témoigne la déclaration de la ministre. En 2018, la maison individuelle représentait 56% des résidences principales, soit un peu plus de 20 millions de logements. Assez logiquement, le modèle pavillonnaire se retrouve surtout en milieu rural, où il représente la quasi-totalité du parc de logements. Mais on l'observe aussi dans les pourtours des grandes villes. Ainsi, les maisons individuelles représentent près de 40% des logements dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, et même 22% de l'unité urbaine parisienne. Mais surtout, ce modèle de la maison individuelle avec jardin, ce fameux mythe pavillonnaire que décrivait notamment Bourdieu, semble refléter une certaine spécificité culturelle hexagonale, une forme de trajectoire résidentielle idéalisée d'une grande partie des Français. Et ça s'observe notamment dans des grandes enquêtes et sondages qui ont été menés au cours du XXe siècle et qui posaient la question à nos compatriotes, quel serait votre logement idéal? Le premier sondage de ce type remonte à l'après-guerre, en 1947 très exactement. Alors à l'orée de la reconstruction, l'Institut national d'études démographiques lance une grande enquête sur les aspirations des ménages en termes de logement, la première de ce type et de cette ampleur. Les résultats sont unanimes. 72% des personnes interrogées indiquaient alors préférer la maison individuelle avec jardin par rapport à la vie dans un immeuble collectif. Et ces résultats se vérifient au fil des différentes enquêtes qui émaillent la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle et qui tournent tous, sans exception, entre 70 et 80%. Et je pense qu'on peut s'attendre à des résultats similaires, voire même encore plus développés si on refaisait des sondages comme ça dans les années à venir, vu qu'on vient de se taper des confinements successifs qui ont notamment grandement profité à la maison individuelle, en tout cas au mythe et au désir de maison individuelle. Et même si l'on pourrait nuancer le mythe de l'exode urbain post-confinement, force est de constater que les transactions immobilières de ces dernières années ont largement profité au modèle pavillonnaire, en particulier dans le neuf. La construction de maisons neuves est repartie à la hausse en 2021 avec 140 000 nouvelles signatures contre seulement 125 000 en 2019, alors que la construction de logements collectifs enregistrait dans le même temps une chute de 7% des ventes. Autrement dit, si on résume, près de la moitié des Français vivent dans une maison individuelle, la quasi-totalité en rêve d'une manière ou d'une autre, et surtout, c'est pas prêt de s'arrêter. À partir de là, on comprend très bien pourquoi les déclarations de la ministre du Logement ont pu susciter une volée de bois vert, et que les habitants concernés se soient sentis accusés de tous les maux, et notamment d'être responsables de la catastrophe écologique en cours, alors qu'en vrai, ils n'ont rien fait de mal à part vouloir vivre dans une maison tranquille. Mais justement, posons la question, pourquoi la ministre a-t-elle fait cette sortie alors qu'on sait que c'est un sujet qu'il faut prendre avec des pincettes? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de regarder en détail. Elle évoque notamment un non-sens écologique, économique et social. Eh bien, regardons point par point ce qu'elle a voulu dire. La question écologique se traduit de deux manières en particulier. D'une part, le modèle pavillonnaire contribue inévitablement à l'étalement urbain, c'est même sa définition, et donc à ce que l'on appelle l'artificialisation des sols, c'est-à-dire la transformation de terres naturelles en zones urbanisées. On estime que 20 à 30 000 hectares de sols sont artificialisés chaque année en France, et pour vous donner un ordre de grandeur, Paris, avec les bois de Boulogne et de Vincennes, ça fait à peu près 10 540 hectares. Autrement dit, si on calcule, on artificialise chaque année l'équivalent de 2 à 3 fois la capitale. Et comme le logement représente 70% de l'artificialisation des sols, et que le modèle pavillonnaire est responsable d'une grande partie de ces logements, j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer pourquoi l'équation nous emmène droit dans le mur.
L'autre enjeu écologique, c'est bien évidemment l'omniprésence de l'automobile dans ces territoires qui sont par définition peu denses et qui rendent donc indispensable l'usage de la voiture pour l'intégralité ou presque des activités quotidiennes. Et même si les choses commencent timidement à changer, les chiffres restent affolants. Selon l'INSEE, 89% des gens vivant dans les couronnes des grandes agglomérations se rendent au travail en voiture, avalant chaque année 7700 km de bitume, soit 1,6 fois plus que les gens vivant dans les pôles urbains. Ce qui nous amène au deuxième point soulevé par la ministre du Logement, à savoir le non-sens économique. Car avoir une voiture, ça coûte cher, ça coûte d'autant plus cher quand on sait que la moitié des ménages périurbains possèdent 2 voitures, ce qui est souvent vital en termes de logistique familiale. Et forcément, ces ménages sont d'autant plus dépendants des fluctuations du prix du carburant, ou bien des prix de taxes qui les accompagnent, comme on l'a vu récemment avec l'embrasement des gilets jaunes. Qui c'est qui prend le taxi? Les gentils. Et qui paye le carburant? Les méchants. Bien enfin, le troisième et dernier point de cette déclaration, à savoir que le périurbain serait un non-sens aussi sur le plan social. Alors là, je vous avoue que c'est un peu plus dur de savoir ce qu'elle a voulu dire par là, mais on peut formuler quelques hypothèses pour essayer de décrypter tout ça. On peut par exemple évoquer ce que certains sociologues ont baptisé les captifs du périurbain. Des ménages souvent modestes qui s'installent en grande couronne un peu par défaut, soit parce que les prix de l'immobilier sont trop chers dans les grandes agglomérations, soit parce que le parc HLM est complètement saturé. Ces ménages modestes n'ont pas forcément les moyens d'avoir 2 voitures, ce qui oblige de facto l'un des 2 adultes à rester prisonnier du logement, autrement dit, captif d'un tissu pavillonnaire dans lequel il n'y a, par définition, pas de commerce ou d'activité qui soit facilement accessible sans voiture. Et je pense que c'est surtout ce dernier élément que voulait pointer la ministre dans sa déclaration. Et d'ailleurs, plutôt qu'un non-sens social, un terme que je trouve un peu péjoratif à titre perso, j'aurais tendance à parler de non-sens urbanistique. Car le problème majeur dans le périurbain, c'est justement l'absence, en tout cas la rareté de ces espaces de sociabilité, de ces places de village sur lesquelles il y a plusieurs commerces de proximité où l'on peut faire des rencontres, d'espaces publics de qualité où justement on va pouvoir animer la vie d'un quartier. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de sociabilité au sein du périurbain. Au contraire, on a tous en tête des images de barbecue entre voisins, de réseaux d'entraide et de solidarité, par exemple de covoiturage. Mais justement, le problème est que toutes ces initiatives sont souvent spontanées. Elles viennent des habitants eux-mêmes pour pallier un manque d'infrastructures, un manque de transport en commun, un manque d'urbanité plus généralement, et c'est cet élément qui me semble le plus important à questionner. Plutôt que d'accuser la maison individuelle de tous les maux, je pense qu'il est nécessaire de comprendre les modes de vie périurbains. De les comprendre, d'en comprendre les besoins, sans pour autant leur jeter l'opprobre dans des déclarations. Et sans pour autant, attention, les plébisciter et en faire un modèle idéalisé. Parce que ce modèle, non, clairement, il n'est pas soutenable. C'est toute la difficulté du sujet. Comment réussir à concilier les aspirations des ménages en termes d'espace, d'accès à la nature, de bien-être et de qualité de vie, tout en gardant à l'esprit les défis écologiques et sociétaux auxquels nous devons collectivement faire face. Et pour répondre à ces turpitudes, il y a 2 grands axes de travail. Le premier, c'est celui qu'on a le plus traité sur cette chaîne, consiste à essayer de rendre les villes plus agréables à vivre. Tout simplement, des espaces publics de qualité, des logements plus spacieux avec des espaces extérieurs et de l'accès à la nature, bref, d'essayer de juguler, du mieux qu'on peut, le désir de maisons individuelles. Et l'autre axe de travail, celui-là beaucoup moins traité, consiste à aller dans le périurbain lui-même, à travailler sur tous les enjeux que je vous ai évoqués. La question des mobilités, la question des sociabilités, la question de la densification du bâti, bref, tout un ensemble d'initiatives, et ce qui est intéressant c'est qu'il y en a déjà beaucoup qui sont en expérimentation en France, et donc ce que je vous propose c'est de revenir dessus dans un prochain épisode. Tout ça, ça sera dense, donc je m'arrête ici, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, commenter, partager, bref, faire tout ce que vous voulez avec. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. Moi je vous dis à dans un mois, donc à l'année prochaine. Merci beaucoup. Je suis à 5 minutes de partout.